Hop. Alors, je vais masquer. Hop. Bonjour à tous, désolé pour le retard. Je suis le docteur Trempa Stéphane, je suis PH au CHU d'Avicenne. Je travaille également à la Fondation Rothschild et au Centre d'imagerie privée 114. Je vais vous voir pour une série de 3 cours, aujourd'hui et demain, pour bronchiolite et tuberculose. Et on commence dès aujourd'hui avec les bronchiolites. Alors, hop. Alors, les objectifs de ce cours, c'est de vous faire connaître comment on classe les bronchiolites à la fois sur d'un point de vue histologique et un point de vue radiologique et clinique, de savoir quand vous suspectez une bronchiolite, comment il faut faire le scanner, connaître la sémiologie de base quand vous avez une atteinte bronchiolaire au scanner, et puis devant ce qu'on appelle un poumon mosaïque, savoir raisonner, sachant que c'est quelque chose qui vous sera rappelé normalement sur le cours dans l'hypertension pulmonaire. Connaître la gamme diagnostique des micronodules branchés, des micronodules flous et d'un piégeage, et puis savoir évoquer les diagnostics différentiels de ce qui ressemble à une bronchiolite, mais n'en est pas une. On va commencer rapidement par un peu d'anatomie des divisions très classiques, vous expliquer comment on classe les bronchiolites, un mot de technique ensuite, puis la sémiologie, puis après il y aura une revue de pathologie. Et vous verrez que malheureusement, comme dans beaucoup de choses dans l'imagerie thoracique, le scanner uniquement est pas extrêmement spécifique. On a beaucoup besoin de la clinique, donc les images vont beaucoup se ressembler. Alors, quand on parle des petites voies aériennes, qui est l'intitulé de ce cours, de quoi on parle? On parle aussi également de voies aériennes distales ou de bronchioles. Et les bronchioles, elles sont à la fois terminales et respiratoires. Respiratoires, ce sont les bronchioles qui participent aux échanges gazeux et les canaux alvéolaires, qui sont les conduits terminaux qui amènent vers les alvéoles. En fait, ce sont les composants de l'arbre respiratoire qui ne sont pas recouverts de cartilage. Elles font moins de 2 millimètres de diamètre. Voilà. Et donc, là, vous voyez ici les ordres de division. Donc, on parle de bronchioles à peu près à partir du 15e ordre de division. Et vous voyez également la zone respiratoire qui contient les bronchioles respiratoires terminales qui participent elles-mêmes aux échanges gazeux via leurs parois, les canaux alvéolaires et les alvéoles. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout cette zone-là de pathologie aujourd'hui. Et vous voyez que quand on regarde le diamètre de ces zones-là, on est à 0,5 mm. Donc, on est sur des choses qui commencent à arriver en dessous de la résolution du scanner. Donc, premier mot, une bronchiole à l'état normal ne se voit pas sur un scanner. En tout cas, sur nos scanners actuels. Donc ça, c'est une coupe histologique d'un poumon normal. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà vu sur les cours précédents ou dans votre exercice. Donc, pour vous montrer ici, c'est une cloison septale. Ici, vous voyez, c'est une petite zone qui ressemble à de la dentelle avec un épithélium très très fin, unicouche qui correspond aux alvéoles, des alvéoles normales ici. Et puis ici, on a les éléments centrolobulaires avec notamment ici la bronchiole. Donc la bronchiole, déjà, un élément intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est au centre du lobule. Donc, on va parler surtout de pathologie centrolobulaire aujourd'hui. Donc, pour remettre ça un peu dans un contexte plus global, on va parler du lobule pulmonaire secondaire. Alors, aujourd'hui, on parle surtout juste de lobule pulmonaire, qui constitue l'unité anatomique fonctionnelle de base du poumon, qui sont ces espèces d'images comme ça, souvent hexagonales, qui font à peu près 1 à 2 cm, qui, elles, donc la cloison est trop fine pour être vue au scanner, mais quand elle est épaissie, on dessine les lobules dans certaines pathologies. Et donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc dans un lobule, au centre du lobule, vous allez avoir la bronchiole terminale avec l'artériole qui va l'accompagner et puis également des lymphatiques. Et autour des parois du lobule, vous allez avoir ici le revêtement pleural quand c'est un lobule périphérique ou sural et les veines, et également les lymphatiques qui courent. Donc déjà, ce que vous comprenez, c'est que la pathologie des petites voies aériennes, c'est une pathologie du centre du lobule. Donc premier mot important, c'est une pathologie qui va épargner les cloisons lobulaires, et donc, par extension, la scissure et la plaie. Alors, comment sont classés les bronchiolites? Il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y a la classification des anapathes, la classification que nous on utilise en radiologie et la classification des cliniciens. On va commencer par celle des cliniciens. C'est une vieille classification aussi que j'ai trouvée en 2003, qui a l'avantage en fait de vous permettre de faire un bilan étiologique assez exhaustif en divisant les bronchiolites en maladies bronchiolaires primitives. Donc dedans, vous allez avoir les bronchiolites constrictives, vous allez avoir les bronchiolites aiguës, pas en bronchiolite diffuse, on va revoir tout ça. Ensuite, vous avez les PID qui s'accompagnent d'une atteinte bronchiolaire.
notamment la pneumonie d'hypersensibilité, PHS, la bronchite respiratoire associée au tabagisme, et il mettait à l'époque, ici, la pneumonie organisée, qui à l'époque était considérée comme une maladie bronchiolaire. Aujourd'hui, c'est sorti de cette classification. On ne parle plus de BOOP, pour ceux qui connaissent le terme, de bronchiolite oblitérante avec pneumonie organisée. La pneumonie organisée, c'est vraiment une pathologie plutôt alvéolaire que bronchiolaire. Et puis, il parle également, enfin, des bronchiolites qui sont satellites d'une atteinte des grosses voies respiratoires, donc trachée et bronche. Et ça, vous allez le voir avec le cours du professeur Chassagnon juste après moi. Alors, cette classification, elle est bien parce qu'elle vous donne un peu une vue globale de tout ce qui peut donner des bronchiolites. C'est-à-dire, vous avez des maladies primitives de la bronchiole, vous allez avoir des atteintes des bronchioles qui sont satellites d'une atteinte interstitielle, et vous allez avoir une atteinte des bronchioles satellites d'une atteinte des grosses voies aériennes. Ça, c'est très bien pour faire votre bilan étiologique. Par contre, ça mélange un peu plusieurs choses. Vous allez avoir des choses plutôt sur un versant inflammatoire, des choses plutôt sur un versant fibrosant. Donc, c'est pas une classification qui est très utile pour les premières étapes du raisonnement radiologique. C'est plus simple de se référer à la classification histologique qui, elle, divise les bronchiolites en deux grandes catégories. Les bronchiolites cellulaires, où c'est l'inflammation qui va prédominer, et les bronchiolites constrictives, où c'est plutôt la fibrose. La bronchiolite cellulaire, vous voyez ici la coupe histologique qui est un peu différente de tout à l'heure, c'est un peu plus zoomé. Ici, vous avez votre bronchiole au centre du lobule, et ici, vous voyez des amas cellulaires avec des petites cellules, avec des cytoplasmes peu abondants, des petits noyaux ronds, bien basophiles, donc qui correspondent à des lymphocytes, donc des éléments inflammatoires, qui s'organisent ici en follicules, en petites boules, sur la paroi de la bronchiole. Donc ça signe qu'il y a une inflammation de la bronchiole, donc une bronchiolite cellulaire. Et les principales causes, déjà, vous pouvez retenir, c'est l'infection de très très loin en termes de fréquence. L'inhalation également est une cause fréquente de bronchiolite cellulaire. Et puis il y en a d'autres, folliculaire, bronchite respiratoire, PHS, bronchiolite, etc. Mais tout ça, je vais vous le détailler plus tard. Et la bronchite constrictive, à l'inverse, ici vous retrouvez votre bronchiole, il y a peu d'éléments inflammatoires. Il faut faire attention, les noyaux que vous voyez ici, ce sont les noyaux du revêtement glandulaire de la bronchiole. Il n'y a pas trop de lymphocytes. Par contre, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de roses. Ces images-là correspondent à des fibroblastes qui ont sécrété du collagène. Donc il y a de la fibrose qui se développe autour de la paroi de la bronchiole et qui vient en fait, réduire sa lumière, son calibre. Donc la bronchite constrictive, c'est synonyme, c'est bronchite obstructive ou oblitérante, c'est pareil, c'est interchangeable. Et ces causes principales, donc on va revoir tout à l'heure, c'est la PHS, et puis également les connectivites, c'est assez fréquent, idiopathique, et puis après, dans certains cas particuliers, comme les post-transplantation, ça peut être secondaire à une pathologie des bronches, ou ça peut être séquelaire d'une infection de l'enfance. Ne vous inquiétez pas pour tout ce qui est étiologie, on va le redétailler. Et puis enfin, il y a des pompites un peu particulières sur un point histologique, mais nous, radiologiquement, ça va pas trop nous servir parce qu'elle se voit pas, enfin, on peut pas dire qu'une pompite est granulomatose ou nécrosante, c'est plus quand la napate, lui, voit du granulome ou de la nécrose, ça va enfin, ça va l'orienter en cas de bronchiolite plus granulome, notamment vers une infection mycobactérienne, une PHS, une sarcoïdose, etc. Et puis quand il y a de la nécrose, vers certaines infections ou certaines vascularites. Alors, si vous suspectez une bronchiolite, qu'est-ce qu'il faut faire au scanner? Alors déjà, l'étude d'une bronchiolite, c'est une étude donc du parenchyme pulmonaire et vous n'avez pas besoin d'injecter votre scanner. Au contraire, il vaut mieux éviter puisque le produit de contraste va apporter un surcroît de densité qui peut vous mimer du verre dépoli et avoir des bronchiolites, une verre dépoli, ça va changer un peu vos gammes diagnostiques. Donc n'injectez pas si vous savez que votre patient est suspect de bronchiolite ou si de toute façon vous vous intéressez surtout au parenchyme. Il est toujours temps, si nécessaire, de prendre le patient pour une injection après. Les coupes doivent être millimétriques jointives. Bon, ça, de toute façon, aujourd'hui, c'est le cas de tous les scanners, hein. Je connais plus de centre d'angiologie qui fait des scanners coupes épaisses non jointives. Et donc, ces acquisitions-là permettent d'analyser le parenchyme, la bronchite. Et ensuite, il faut faire une acquisition en expiration, à la recherche de ce qu'on appelle un piégeage. On va voir après ce que signifie le terme de piégeage. Et là, peut se discuter des paramètres techniques. Est-ce que vous faites exactement le même scanner que l'inspiration? Est-ce que vous faites une basse dose? Est-ce que vous faites un scanner séquentiel? Ça veut dire quelques coupes à différents endroits du poumon sans faire défiler toute la table. Ça, c'est discutable. Moi, je trouve que le basse dose est suffisant pour l'acquisition d'expiration parce qu'en fait, vous vous intéressez pas à l'ensemble du panchéme, vous cherchez juste un élément sémiologique. Et si vous pouvez réduire par 3 la dose délivrée aux patients, c'est quand même pas mal sur la deuxième hélice. Et enfin, peut se discuter de faire un procubitus, donc allonger votre patient sur le ventre. Mais dans des cas très particuliers, c'est plutôt quand vous pensez qu'il y a une PID associée à votre bronchiolite, vous n'en êtes pas sûr et vous le mettez sur le ventre pour voir si les images persistent
quand elles sont sous pleurale postérieure. Et sinon, la base, c'est sans injection, inspiration, expiration. Alors, ça, c'est pour vous montrer le scanner sans injection en inspiration. Et l'expiration ici, alors en quoi on reconnaît que c'est une expiration? Vous avez déjà la paroi postérieure de la trachée qui vient s'avancer vers l'avant. Ensuite, vous avez la distance entre ce qui se voit mieux au niveau de la crâne, entre la trachée et le rachis qui va diminuer. Il y a d'autres signes, alors que vous pouvez pas trop voir sur ces coupes-là, c'est les veines pulmonaires qui vont devenir plus tortueuses, puisque le poumon va s'écraser. Et enfin, vous pouvez juste vous mettre en coronal et voir que la hauteur du poumon va diminuer. Donc ça, c'est pour reconnaître une expiration qui a été bien faite. Et à quoi sert l'expiration? Vous voyez ici, cette zone-là hypodense, on va voir dans quelques minutes à quoi ça correspond, qui se majore et qui dit qu'il y a bien un piégeage chez ce patient-là, donc une bronchiolite constrictive. Alors, ensuite, une fois que vous avez fait l'inspiration, l'expiration, que vous avez bien acquis votre scanner, il faut savoir l'analyser. Et l'analyse d'un scanner thoracique, c'est pas spécifique à l'étude des bronchiolites. Elle doit se faire avec tous les moyens dont vous disposez. Donc, évidemment, vous allez vous mettre en filtre dur, filtre parenchymateux, fenêtre parenchymateuse, défiler vos coupes comme vous savez le faire. Mais il faut pas oublier de faire un MIP, et j'espère que ça, c'est juste des rappels, hein. Donc, des projections d'intensité maximale. À quoi ça va vous servir? Ça va sensibiliser toute la détection des nodules et des micronodules, et qui sont un élément clé de l'analyse des bronchiolites. Ensuite, il faut faire également, ça c'est important pour les bronchiolites, mais je pense qu'il faut le faire de façon systématique, un MINIP, c'est-à-dire l'inverse, une projection d'intensité minimale, qui là va plutôt sensibiliser la détection de tout ce qui est hypodense, donc de ce qu'on appelle les lobules clairs, et puis ça vous permet également d'analyser les bronches et l'emphysème. Et attention, toutes les reconstructions de projection d'intensité, qu'elles soient minimales ou minimales, MIP ou MINIP, doivent se faire en filtre mou. D'accord? Je vais vous montrer pourquoi. Alors, voilà une coupe de scanner, une coupe millimétrique. Voilà le MIP. Et vous voyez, alors le MIP, en fait, ici, va vous sensibiliser la détection, par exemple, de ce nodule. D'accord? On devine ici, mais c'est difficile quand on défile vite de savoir s'il est là, si c'est pas juste une longe, etc. Et ça permet également la détection de tous ces foyers de micronodules ici. Et là, c'est pour montrer la différence entre le filtre dur et le filtre mou. En fait, ce qui se passe quand vous augmentez les coupes en intensité maximale, en MIP, vous allez augmenter le bruit de l'image. Et le filtre parenchymateux, c'est une méthode de reconstruction de l'image qui va vous permettre d'avoir des images avec une très bonne résolution spatiale, mais au détriment du bruit. D'accord? En radiologie, vous ne pouvez pas augmenter à l'infini un paramètre sans en dégrader un autre. Donc, si jamais, en plus d'avoir augmenté le bruit à cause de votre filtre parenchymateux, vous épaississez les coupes, vous allez encore plus augmenter le bruit. Et là, en fait, dans cette image-là, vous pouvez penser qu'il y a plein de micronodules qui, en fait, sont juste liés au bruit de l'image. Et quand vous vous mettez en filtre médiastinal, c'est-à-dire le filtre mou, et vous changez juste la fenêtre, pour que ce soit une fenêtre parenchymateuse, en fait, le bruit est moins important. Donc, moi, je vous conseille de toujours MIPer et miniper sur du filtre mou et pas du filtre dur. Alors après, quand vous avez l'habitude, ok, vous pourrez vous amuser à MIPer vos filtres parenchymateux, mais je pense que quand on commence, il vaut mieux faire bien les choses. Le minip, c'est la même chose, donc hop, vous voyez ici, on voit beaucoup mieux en minip, la bronche elle est un peu plus loin ici que là, où elle est noyée par le bruit de l'image. Alors, est-ce qu'il y a des questions là sur l'anatomie, l'histologie, la technique, avant que je passe éventuellement à la sémio? Non? Ok, alors la sémiologie. On va reprendre notre classification histologique. On a la bronchiolite cellulaire avec de l'inflammation. Et l'inflammation, ça va donner des micronodules qui sont centrolobulaires, parce que je vous dis que la bronchiole, elle est au centre du lobule, et puis un épaississement parfois des parois bronchiolaires. Et de l'autre côté, vous avez la bronchiolite constrictive, qui, elle, est liée à la fibrose péribronchiolaire, et ça va donner des bronchiolectasies, une atténuation mosaïque et un piégeage. Ces signes-là, micronodules, épaississement des parois et bronchiolectasie, ce sont des signes directs de l'atteinte bronchiolaire. Vous voyez la bronchiole malade. L'atténuation mosaïque et le piégeage, ce sont des signes indirects de la bronchiolite constrictive. Et c'est également important en imagerie thoracique de regarder tout ce qu'il y a autour de votre poumon. Ça va vous aider à l'interprétation. Regardez le médiastin, la plèvre, etc. Alors, les micronodules centrolobulaires pour commencer. Donc, par définition, ils font moins de 3 mm, d'accord? Alors, l'addition vient de changer, on parle de micronodules, maintenant en dessous de 6 mm selon la Flechtner Society, mais sur toute la pathologie micronodulaire multiple, les syndromes micronodulaires,
trouve qu'il vaut mieux encore garder le 3 mm. Ces micronodules, comme je vous l'ai dit en introduction, comme ils sont au centre du lobule, ils vont pas toucher les parois lobulaires et donc ils ne vont pas toucher la plèvre et les scissures. Et ces micronodules, ils peuvent avoir deux aspects. Ils peuvent être soit branchés, soit non branchés. Et dans les deux cas, ils vont correspondre à de la bronchite cellulaire. C'est l'inflammation que vous allez voir, en fait. Le diagnostic différentiel, je vous ai dit, au centre du lobule, il n'y a pas que la bronchiole, il y a également l'artériole. Donc, les pathologies artériolaires peuvent également donner des micronodules centrolobulaires. Mais attention, quand vous avez des micronodules centrolobulaires, dans 99% du temps, ce sont des anomalies bronchiolaires. Alors, les micronodules branchés, à quoi ça correspond l'aspect branché? C'est ça, en fait, vous voyez ici, vous voyez ces micronodules, alors sur une copine, c'est dur de voir l'aspect branché, mais dès que vous minipez, vous voyez apparaître ces aspects comme ça, avec une petite image linéaire qui va se diviser et terminer par des petits chapelets comme ça de micronodules, avec un aspect qu'on dit d'arbre en bourgeon. Et ça correspond à quoi? Ça correspond en fait aux bronchioles qui se sont remplies de mucus ou de pus ou de liquide inflammatoire quelconque, et c'est du coup ces bronchioles qui ne sont normalement pas visibles vont se voir et donner cet aspect. Et donc n'oubliez pas de faire le MIP, c'est pour ça que je vous dis que c'est très important, sinon vous risquez de passer à côté de l'aspect branché. Et là, l'étiologie, quand vous avez des micronodules branchés, de très 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 loin, par exemple de fréquence, c'est l'infection et l'inhalation. Les autres bronchites cellulaires peuvent également donner des aspects branchés, mais sont d'une part elles-mêmes plus rares, et d'autre part, ça a été décrit comme donnant plutôt des micronodules non branchés. Je pense que c'est pas si vrai que ça, c'est des vieux éléments qui traînent dans la littérature, mais de toute façon, elles sont beaucoup plus rares. Et à l'inverse, vous allez avoir les micronodules flous, qui eux sont beaucoup plus durs à voir, qui sont non branchés et qui sont souvent plus profus que les micronodules branchés, et ils sont plus durs à voir parce qu'ils sont en verre dépoli. Et là, ça peut être un peu contre-intuitif. Pour les détecter, il vaut mieux faire du MINIP que du MIP. D'accord? Tout ce qui est verre dépoli se détecte mieux en MINIP. C'est pareil pour les nodules. Quand vous faites un dépistage chez un fumeur, tout le monde pense à faire le MIP pour chercher le nodule solide. Les fumeurs font également des hyperplasies adénomateuses atypiques, qui sont des nodules en verre dépoli. Et ça va mieux se voir sur du MINIP. Et là, la micronodule full, la gamme mythologique elle va changer. Tout à l'heure, on était sur l'infection de l'inhalation en premier. Là, ça va être la bronchite respiratoire du fumeur et la PHS en premier. Et les autres bronchites respiratoires également, mais qui sont, encore une fois, plus rares. Donc là, c'est pour vous montrer cet aspect. Donc là, tout le monde voit que le poumon est un peu trop sale. Mais vous voyez qu'en MINIP, on voit beaucoup mieux l'aspect micronodulaire. Et surtout, ce que vous voyez bien en MINIP, c'est que ça va dessiner en négatif les parois de votre lobule. Parce qu'en fait, vos lobules, ils sont complètement remplis de micronodules qui épargnent leurs parois. Donc là, en MINIP, c'est très joli. Là, vous voyez vraiment la paroi du lobule qui se dessine mais en négatif. Et donc, je vous ai dit les diagnostics différentiels, tout ce qui est centrolobulaire n'est pas forcément bronchiolaire. Il faut penser aux pathologies artériolaires, trois notamment, les hémorragies intraalvéolaires, les granulomatoses au talc ou aux celluloses et les métastases artériolaires. La première est moyennement fréquente, bon, vous allez en voir dans votre exercice. Les deux autres, c'est vraiment extrêmement, extrêmement rare. Donc là, c'est par exemple un patient qui s'était présenté pour une détresse, enfin plus une dyspnée, évidemment, il n'était pas en détresse respiratoire, avec une anémie microcytaire et cet aspect au scanner, avec des micronodules flous comme ça, centrolobulaires, vous voyez bien, qui ne touchent pas la plèvre et les scissures. Vous voyez la scissure ici qui est complètement épargnée, qui vous montre que la pathologie est centrolobulaire. Devant ça, on pense plutôt PHS, bronchite du fumeur, et là le contexte est un peu différent. Le patient avait donc cette anémie microcytaire, il a eu, ce qui est le cas sur toute pathologie en verre des polices sur laquelle vous n'avez pas d'éléments d'orientation clinique, il a eu un LBA et le LBA a montré une hémorragie intra-alvéolaire, donc sur un syndrome de Goodpasture, enfin, ancien syndrome de Goodpasture. On parle maintenant de maladie à anticorps anti-membrane basale glomérulaire. Vous voyez cet aspect qui est très trompeur, qui peut faire penser à une bronchiolite, et on vous en voudra pas d'évoquer une bronchiolite puisque c'est quand même beaucoup, beaucoup plus fréquent. Un autre aspect tiré de la littérature, enfin d'Internet, de Radiopédia, de syndrome micronodulaire profus, vous voyez qui cette fois est branché. Là encore une fois, c'est très très beau l'illustration du côté de l'épargne pleurale et scissurale, qui vous prouve que la pathologie est centrolobulaire, mais là encore une fois, ce n'est pas une pathologie bronchiolaire, c'est un patient toxicomane qui pilait ses cachets de codéine et avait la bonne idée de se les injecter en intraveineux. Et en fait, ça crée des réactions granulomateuses en fait pas liées à la codéine, mais aux excipients, à la cellulose contenue dans les cachets et qui en fait vont voyager dans les artérioles et se déposer comme ça dans le poumon et faire ces aspects voilà, qui sont pas spécifiques, hein. Vous pouvez avoir d'autres pathologies bronchiales qui donnent ça,
Mais il y a quand même un élément qui peut vous orienter. Les pathologies bronchiolaires, je dis quand elles sont branchées, elles font surtout infection, inhalation, et ça, c'est des pathologies qui, en règle générale, mais pas toujours, mais en règle générale, sont relativement localisées. Là, quand vous avez quelque chose d'aussi profus centrolobulaire, ayez une arrière-pensée pour l'artériole. C'est rare, mais si vous n'y pensez pas, vous ne le chercherez pas. Et les métastases artériolaires, j'en ai personnellement, moi, jamais vu, donc j'ai pas d'illustration. Alors, on va parler maintenant des signes indirects. Là, on a parlé plutôt de ce qui était inflammation, micronodule. On va parler maintenant des signes indirects avec tout un tas de termes qui souvent sont un peu confus pour les gens. Perfusion mosaïque, piégeage, atténuation mosaïque, fromage de tête, tout ça, vous avez tous entendu peut-être ça dans votre exercice et on va essayer de détailler. Donc, je vais commencer par des définitions, mais il y aura des schémas. L'atténuation mosaïque, c'est quand votre poumon il est hétérogène. C'est tout. D'accord? Soit les denses normales, les zones denses, pardon, sont normales, les zones hypodenses sont pathologiques, et dans ce cas, vous êtes devant une pathologie vasculaire ou bronchiolaire. Soit ce sont les zones denses qui sont anormales, les zones hypodenses qui sont normales, et dans ce cas, vous êtes une pathologie interstitielle avec du verre dépoli. D'accord? Donc, un poumon avec du verre dépoli est techniquement parlant un poumon mosaïque. Donc ça, c'est un poumon mosaïque. Vous voyez, juste des zones de densité différentes. Ensuite, la perfusion mosaïque, c'est quand vous avez une atténuation mosaïque, mais qu'en plus, dans les zones hypodenses, vous allez avoir une dévascularisation, c'est avec des vaisseaux qui vont être soit plus petits, soit moins nombreux. Et ça, c'est lié soit à une origine vasculaire primitive, c'est-à-dire une hypertension pulmonaire post-embolique, dans ce cas, il n'y a pas de piégeage, soit c'est lié à une atteinte bronchiolaire primitive, qui va ensuite induire une vasoconstriction réflexe, et ça va donner lieu à un piégeage. Et donc ce fameux piégeage, c'est quoi? Techniquement, la définition, c'est l'absence de diminution de volume ou d'augmentation de densité d'un lobule, d'un segment ou d'un lobe lors de l'expiration. Normalement, quand vous expirez, les alvéoles se vident, donc votre poumon perd en volume et il va augmenter en densité. D'accord? Il va perdre de l'air, donc votre tissu va se ratatiner et il va paraître plus dense. Et les zones piégées, elles ne vont pas se vider de leur air, elles vont garder leur hypodensité et leur volume. Le piégeage peut être physiologique, notamment quand il va toucher les zones postérieures inférieures sur quelques lobules. Il peut être plus important chez des sujets sains, et plus vous augmentez en âge, plus vous avez de chances d'avoir un peu de piégeage physiologique. Voilà par exemple ce schéma. Vous voyez ici cette atténuation mosaïque, vous faites une expiration, et vous voyez que cette zone-là, que je vous ai montré tout à l'heure, elle garde son volume, et surtout, vous voyez que sa densité, elle est restée la même. Et donc ce qui se passe, c'est que si vous regardez la différence de densité entre cette zone-là et cette zone-là, ou, pardon, alors celle-là, vous la voyez plus, elle est en dessous, entre cette zone-là et la voisine, vous voyez qu'en expiration, la différence de densité entre les zones hypodenses et les zones denses va augmenter. Le gradient de densité va augmenter. Et ça vous signe la présence d'un piégeage. Donc ça vous dit que cette atténuation mosaïque, elle n'est pas liée à un problème vasculaire, mais à un problème bronchiolaire. Et enfin, le terme de fromage de tête, c'est un vieux signe sémiologique qui avait été décrit en Europe. Il vaut mieux maintenant utiliser le terme de pattern à trois densités parce que tous les pays du monde ne consomment pas de fromage de tête et ne savent pas ce que c'est. Et donc ça correspond à quoi? Ça correspond à la coexistence sur un scanner de zones normales, de zones de verre dépoli, de zones hypodenses. Donc vous avez trois densités sur votre poumon. Et ça, c'est vraiment lié au PHS et également au connectivite. Pourquoi? Parce que c'est des pathologies qui vont donner à la fois une alvéolite inflammatoire, donc du verre dépoli, et une bronchite constrictive, donc des lobules clairs avec un piégeage. Voilà un exemple. Vous avez ici un parenchyme qui est très hétérogène et vous avez une zone qui est très hypodense, une zone qui est plus dense, une zone qui est normale. Et donc ça correspond ici à un lobule clair sur une bronchite constrictive. Si vous faites une expiration, vous allez voir que ce lobule clair, il est piégé. Ici, à du verre dépoli inflammatoire sur la composante d'un filtrage lymphocytaire, et puis ici, une zone normale. Donc ça, c'est pour vous résumer. Vous avez un poumon normal avec plusieurs lobules. L'atténuation mosaïque, c'est soit vous avez des lobules qui sont trop denses, soit des lobules qui sont trop hypodenses. Alors quand je dis lobules, ça peut être segment, lobe, etc. La perfusion mosaïque, c'est un cas particulier de cette atténuation mosaïque où, en plus, les vaisseaux sont trop petits. Le pattern à trois densités, c'est un mélange des deux. Et le piégeage, c'est quand vous avez ça, vous faites une expiration, et finalement ces zones-là, elles restent pareilles, ces zones-là se vident de leur air, et donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une augmentation du gradient de densité entre les zones hypodenses et les zones normales en expiration. D'accord?
Donc, n'utilisez pas le terme de perfusion mosaïque si vous n'avez pas la certitude qu'il y a une réduction du lit vasculaire de votre poumon. C'est un terme qui est trop utilisé. N'utilisez pas non plus le terme de piégeage si vous n'avez pas d'expiration. Si vous n'avez pas d'expiration, vous pouvez parler juste d'atténuation mosaïque ou de lobule clair. Donc, faites attention aux termes, ils ont quand même un sens. Et enfin, en sémiologie, regardez, je vous l'ai dit, les signes associés. Est-ce qu'il y a une pathologie bronchique associée? Ce que je vous ai dit dans la classification clinique, il y a les pathologies bronchiolaires secondaires, une pathologie trachéale ou bronchique. Donc, est-ce qu'il y a un épisode des parents bronchiques? Est-ce qu'il y a une DTB? Est-ce qu'il y a de l'emphysème, etc. Est-ce qu'il y a des signes en faveur d'une inhalation? Est-ce que le patient a des stigmates de chirurgie ORL, une grosse hernie hiatale? Est-ce qu'il a des signes de radiothérapie cervicale, etc. Et puis cherchez les PID associés, parce que c'est la deuxième colonne de la classification clinique, les bronchites associés au PID. Est-ce qu'il y a du verre des polis, est-ce qu'il y a des signes de fibrose, etc. Mais vous allez avoir des cours dédiés au PID normalement. Donc, ça c'est pour vous illustrer un cas. Vous avez ici un patient avec un syndrome micronovulaire, plein de micronodules. Et vous voyez que là déjà, vous voyez qu'il y a une anomalie bronchique associée. Donc finalement, votre pathologie bronchiolaire ici, elle n'est que secondaire à la pathologie bronchique. Hop, vous voyez. Que ce patient, en plus, il associe à la fois une atteinte inflammatoire, on a des micronodules, et puis probablement une atteinte constrictive, parce qu'on a ici une zone qui est trop hypodense, ici aussi, avec, là on peut parler de perfusion mosaïque, il y a beaucoup de moins de vaisseaux dans ces zones-là. Probablement ici, secondaire à une vasoconstriction réflexe liée à la bronchiolite. Et il y a un dernier signe associé qu'il faut voir chez ce patient, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui vous oriente encore plus. Bon, là, vous pouvez dire que le patient, il a une DDB, une maladie bronchique avec des dilatations de bronches qui s'assurent en fait qu'il donne des bronchiolites inflammatoires. Est-ce que vous voyez ici la cause de cette DDB? Il y a un situs inversus avec ici une aorte qui est du mauvais côté, un cœur qui tourne du mauvais côté. Et si vous descendez, vous voyez que la rate et le foie sont inversés. Donc c'est ici une dyskinésie ciliaire primitive dans le cadre d'un syndrome de Cartagener. Vous pouvez faire également un scanner des sinus qui va vous montrer des signes de sinusite chronique. Donc ce patient-là, finalement, le scanner répond à l'ensemble des questions. Certes, il a une pathologie bronchiolaire, mais elle est secondaire à une pathologie bronchique qui elle-même est liée à une pathologie génétique que vous pouvez voir sur votre scanner. Donc regardez tout, hein, ne vous limitez pas juste au parenchyme, regardez les bronches, regardez votre médiastin et regardez l'abdomen. Voilà, donc là on va passer sur une revue des pathologies. C'est un peu catalogue, ça vous permet juste d'avoir une vue d'ensemble et que ça me permet de décrire quelques images. Donc on va reprendre notre classification, inflammatoire d'un côté ou cellulaire, et puis constrictif ou obstructif de l'autre côté. Et ça, vous avez déjà les grandes gammes. Quand c'est cellulaire ou inflammatoire, je vous ai dit tout à l'heure, les grandes causes, c'est l'infection et l'inhalation. Bronchite respiratoire du fumeur, c'est très fréquent. Et puis, il y a des choses plus rares, les bronchites folliculaires, les panbronchiolites diffuses, les PHS, et puis je vous l'ai dit aussi, les pathologies secondaires à une pathologie bronchique. Constrictive, on va parler des pathologies post-transplantation pulmonaire, les bronchiolites auto-immunes dans le cadre des connectivites, mais j'ai également construit connectivite que je vous ferai en début d'année prochaine. Les bronchites constrictives idiopathiques, la PHS qu'on retrouve également sur un versant fibrosant, les bronchites constrictives secondaires à une pathologie bronchique, les séquelles d'infection de l'enfance et une dernière entité rare qu'on appelle la dyspnée. On va commencer par l'infection. L'infection, ça donne une bronchite cellulaire qui est, en règle générale, branchée. D'accord? C'est très rare que ça donne des pathologies non branchées. Et toutes les infections peuvent donner des bronchites, qu'elles soient virales, bactériennes, mycobactériennes, pardon. L'imagerie, en général, elle est assez aspécifique. D'accord? Vous pouvez pas, sur votre scanner, a priori, dire c'est plutôt viral, c'est plutôt fongique, c'est plutôt ce que vous voulez. Donc ici, vous avez un très joli syndrome micronodulaire. Encore une fois, vous voyez qu'il est bronchiolaire puisqu'il est par la plèvre. Il n'y a aucun micronodule qui touche la plèvre. Vous voyez également qu'il est branché quand vous faites votre minip. Donc là, vous pouvez dire qu'il y a une bronchite branchée, donc par ordre de fréquence, elle est probablement soit infectieuse, soit d'inhalation. Il y a un élément ici qui vous oriente vers une cause bactérienne. Donc ça, c'est le côté branché. C'est ça. Ici, vous avez des condensations, vous voyez, qui remplissent les lobules avec un épicentre de pora bronchique. Vous avez des condensations lobulaires associées à un syndrome micronodulaire. Ça s'appelle une pneumonie lobulaire. L'autre nom, c'est la bronchopneumonie, c'est des synonymes. Les pneumonies lobulaires ou bronchopneumonie, ce n'est rien d'autre que le stade initial d'une PFLA. En fait, vous allez remplir d'abord vos bronchioles, vos alvéoles. Ensuite, vous allez remplir petit à petit l'ensemble du lobule. Les lobules vont communiquer entre eux par les pores de cône et remplir un segment, puis les segments vont remplir un lobe, et à la fin, vous remplissez tout le lobe, ça devient une pneumonie franche lobaire aiguë. Donc ça, c'est toujours bactérien. Toujours bactérien, sauf un cas
très particulier, c'est le neutropénique fébrile transplanté de cellules souches hématopoïétiques en hémato, donc les neutropéniques prolongées fébriles, qui ont cette image-là. Il faut penser à une chose qui n'est pas bactérien, c'est l'aspergillose broncho-invasive. Je ne sais pas si vous avez le cours sur les aspergilloses déjà. Donc les aspergilloses, vous allez avoir les angio-invasives chez toujours ces patients des bateaux qui ont été transplantés de moelle et qui ont une neutropénie prolongée, qui vont donner, vous savez, ces nodules, ces contractions avec un halo de verre dépoli, avec des hémorragies, etc. Et l'autre versant invasif, c'est l'invasion des parois bronchiques et bronchiolaires qui vont donner cet aspect de bronchopneumonie. Mais en dehors du cas très très particulier d'une neutropénique prolongée, il faut plutôt évoquer des germes, des bactéries usuelles. Donc là, ici, c'était un mycoplasme. Un autre cas ici, vous voyez, avec un syndrome micronodulaire très profus, pas grand-chose à dire, pas de condensation. Ici, c'était viral, c'était un métapneumovirus. Bon. Ça peut également toucher l'adulte, on connaît ça bien chez l'enfant avec le VRS, etc. également. Mais l'adulte aussi peut faire une bronchite virale si c'était un patient adulte. Alors, il y a certains virus, à l'inverse, qui ne donnent pas, a priori, de bronchiolite. Par exemple, le Covid, la grippe. Si vous avez un patient Covid qui vient avec un scanner de bronchiolite, vous pouvez dire que le patient, il a probablement autre chose que le Covid. Il va avoir une surinfection bactérienne. Ici, un autre cas, je me suis fait piéger moi avec des micronodules centroculaires branchés, etc. Le contexte, c'était patient qui avait une maladie de Crohn, qui était sous anti-TNF, il vient, il tousse, on lui fait ce scanner. Il monte en maladie infectieuse et au staff, on me demande est-ce que ça pourrait être une tuberculose? Je dis bah c'est pas très typique, je vous ferai le pour demain. Pas de caverne, pas de ganglion, voilà, bon, les territoires collent. Alors, je dis oui, c'est compatible puisque la tuberculose, comme on va le voir demain, donne des anomalies bronchiolaires, mais elles sont quasiment jamais isolées. Donc je dis bah ça fait infectieux et la tuberculose c'est quand même pas la première hypothèse. Il faut chercher les trucs usuels, est-ce qu'il a pas une virose toute banale, etc. Bon, comme il est en maladie infectieuse, qu'il a un contexte, il faut quand même les recherches de cas qui reviennent positifs. Donc, le patient avait une tuberculose. C'est juste pour vous illustrer qu'il faut vous méfier chez les patients immunodéprimés, soit parce qu'ils ont un VIH, SIDA, soit parce qu'ils prennent des anti-TNF, etc. Leurs tuberculoses sont beaucoup plus atypiques, les cavernes peuvent manquer, ça peut être des formes plutôt pneumoniques. Et donc, une bronchiolite cellulaire, dans un contexte approprié, n'élimine jamais une tuberculose. C'est pas le plus fréquent, mais si on vous demande est-ce que c'est compatible, dites oui. Parce que si le clinicien vous le demande, c'est qu'il y pense, et donc dites-vous que ça, il vaut mieux quand même faire le prélèvement, plutôt que de laisser rentrer le patient chez lui. Ici, un autre cas, vous allez avoir le cours également demain, je crois. Donc ici, une patiente qui a plein de micronodules centrobulaires, puis également des nodules troués et des bronchectasies. C'est un tableau de tout chronique. Là, il faut penser aux mycobactéries non tuberculeuses, du type plutôt avium ou intracellulaire dans ces cas-là. Alors ensuite, la deuxième plus fréquente, je vous dis, c'était l'inhalation. Et donc là, elle est branchée. Le plus souvent, elle est unilatérale, mais je vais vous montrer un cas où c'est pas le cas. Et là, il faut chercher les signes associés. Est-ce qu'il y a des signes d'hernie hiatale, de chirurgie orale, je vous dis, dilatation œsophagienne qui va favoriser les inhalations. Donc ici, vous voyez ce tableau micronodulaire très 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 profus. Et ce qui va vous aider, c'est de voir cette grosse dilatation œsophagienne liée à un anneau gastrique qui était trop serré. Donc la patiente n'arrêtait pas d'inhaler et faisait ses bronchiolites. Et donc ces bronchiolites cellulaires, elles sont en partie infectieuse, mais pas seulement. Nous, quand on parle d'inhalation, souvent, on pense le patient de réa qui inhale, etc. Ben, en fait, il y a également une part, surtout quand c'est des inhalations chroniques, d'inflammation, avec une sorte de réaction un peu à corps étranger, qui va créer de l'inflammation chronique, parfois même un peu de granulome. Et ça ne se résout pas forcément sous antibiotiques. Alors, ensuite, on va parler des bronchiolites du fumeur, de ce qu'on appelle la bronchite respiratoire du fumeur. C'est extrêmement fréquent en histologie. Et là, c'est plutôt des micronodules flous, non branchés, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une prédominance supérieure comme toutes les pathologies liées au tabagisme. Et le diagnostic est aidé si sur le lavage bronchoalvéolaire, vous allez avoir une alvéolite avec des macrophages pigmentés qui ont bouloté un peu les particules de tabac. Et il y a un continuum entre la bronchite respiratoire du fumeur et une pneumonie interstitielle diffuse qu'on a appelé la pneumonie artificielle discontinuée, la DIP, qu'on a appelé jusqu'en août 2025. Aujourd'hui, ça s'appelle maintenant la pneumonie alvéolaire à macrophage, qui correspond mieux à l'histologie qu'on a dans cette pathologie. Et le grand diagnostic différentiel de la bronchite du fumeur, c'est la PHS. La différence, c'est quoi? C'est bon, déjà, quand on fume, on a moins de chances de faire une PHS. La deuxième chose, c'est que les PHS sont beaucoup plus profuses que la bronchite respiratoire du fumeur.
Voilà un patient fumeur avec ces petits micronodules comme ça des régions supérieures, pas très spécifiques. Donc là, ce qui va se passer dans ces cas-là, en général, si c'est le premier scanner, personne ne vous en voudra d'évoquer l'infection, ce qui est souvent le cas. On évoque l'infection, vous contrôlez. Toute infection, je vous conseille, toute infection pulmonaire au scanner, contrôlez-la à 6 semaines et vous voyez ce que ça devient. Si à 6 semaines ça persiste, l'infection devient beaucoup moins probable, sauf l'infection chronique, mais en général, elle s'est aggravée dans l'intervalle. Là, si ça ne bouge pas, c'est que vous êtes sur quelque chose d'autre. Et là, vous posez les questions de toutes les causes des bronchiolites chroniques, notamment la bronchiolite du fumeur quand c'est des micronodules comme ça. Alors, on va parler de la PHS maintenant. Donc, la PHS, c'est une maladie pulmonaire qui va se caractériser par une atteinte mixte, à la fois inflammatoire et fibrosante, des bronchioles et des alvéoles. L'atteinte des petites voies aériennes, ça fait partie des critères diagnostiques majeurs pour porter le diagnostic de PHS. C'est des critères que vous pouvez regarder sur les recommandations de l'ATS-ERS de 2020 par Ragou. Sur le versant inflammatoire de la PHS, ça va plutôt donner des micronodules comme la bronchite du fumeur flou non branché, mais plus profus. Typiquement le cas que je vous ai montré avec le MINIP, avec comme ça un poumon très sale et que vous voyez en MINIP dessiner des micronodules. Ça, c'est très 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 évocateur d'une PHS. Alors, après, on va parler des choses beaucoup plus rares, les bronchites folliculaires, par exemple, qui sont plus souvent non branchées que branchées. Le contexte est très, très important. Ça survient principalement dans les cadres de connectivite, le Sjögren ou la polyarthrite rhumatoïde, euh, bon, voilà, pour des raisons simples, on va considérer comme une connectivite. Et puis, dans certains cas de déficit immunitaire également, ça peut se voir. Et l'imagerie est complètement spécifique. D'accord? C'est juste des micronodules que vous allez trouver. Le diagnostic, théoriquement, se porte à l'histologie. Vous allez avoir, comme tout à l'heure, je vous ai montré sur la coupe histologique, pardon, des éléments inflammatoires qui vont s'arranger en follicules autour des bronchioles. Ce qui va vous aider, vous, à porter le diagnostic éventuellement, c'est l'aspect scannographique, mais surtout le fait que ce soit chronique dans un contexte particulier. D'accord? En aiguë, il faut jamais évoquer ça en premier. C'est plus fréquent d'avoir une infection qu'une bronchite folliculaire, même si votre patient a un jeune. Donc voilà un exemple, ici d'un syndrome micronodulaire branché, chez une patiente qui avait un Sjögren. Ici, sur le premier scanner, on avait dit, bon bah, éliminer l'infection, etc. Ils ont une patient ici antibiotiques, la patiente. Et on a recontrôlé le scanner, ça n'a absolument pas bougé. Donc on a dit probablement que c'est une bronchiolite inflammatoire liée au Sjögren, et probablement donc que c'est une bronchiolite folliculaire. Alors, en vrai, le diagnostic de bronchite folliculaire ici est porté à l'excès puisque cette patiente n'a pas été biopsiée. Pourquoi elle n'a pas été biopsiée? Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est très peu symptomatique. Et la deuxième, c'est que le traitement de toute façon de la bronchite constrictive ne va pas dépendre de cette bronchite inflammatoire, pardon, ne va pas dépendre de l'aspect histologique. D'accord? Qu'elle soit folliculaire ou autre, le traitement va dépendre de la cause sous-jacente. C'est pareil pour les PID. Cette patiente ayant un Sjögren, on va la traiter comme un Sjögren avec une atteinte respiratoire. D'accord? Donc, on suppose que c'est une bronchiolite folliculaire, mais en vrai, on l'a pas biopsié, cette patiente. La bronchiolite, ça, c'est extrêmement rare. C'est surtout chez les patients d'Asie de l'Est. Donc, ça a été beaucoup décrit au Japon et en Corée, mais il commence à y avoir des case reports en dehors de l'Asie. Et là, l'imagerie est complètement non spécifique. Vous allez avoir des micronodules, des kystes, des DDB, des piégeages. Le diagnostic est vraiment formellement histologique. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une pathologie idiopathique. Vous n'avez pas de cause sous-jacente à traiter. Deuxièmement, c'est une pathologie pour le coup sévère qui nécessite un traitement. Il faut avoir l'histologie pour prouver que c'est une panbronchiolite. Et pourquoi ça s'appelle panbronchiolite? C'est pas parce que ça touche tout le poumon, mais parce que ça touche toutes les couches histologiques des bronchioles. Donc la couche muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse, etc. Donc ça, c'était un patient du service qui, pour le coup, n'est pas japonais, qui est roumain, qui a une toux chronique avec ce tableau qui associe plein de micronodules centrolvaires branchés avec des petits DDB ici, et puis il y a quelques petites choses qui ressemblent à des nodules un peu troués. Donc là, nous, on s'était dit, plutôt sur ce tableau-là, Mycobactéries non tuberculeuses, ça ressemble beaucoup au scanner de la patiente de tout à l'heure. Il a eu une vingtaine de recherches de mycobactéries non tuberculeuses entre les BK crachats, les LBA, les fibroscopies, etc. On n'a jamais mis en évidence une seule mycobactérie. Et donc ce patient, on ne comprenait pas ce qu'il avait, il n'a pas de pathologie auto-immune, etc. On a fini par le biopsier puisqu'il est idiopathique et grave, et c'est l'histologie qui a montré que ce patient avait une panbronchiolite diffuse chez un patient du coup non asiatique. Ça existe aussi. Là, c'est pour montrer, ça a été décrit dans la littérature, dans ces cas-là, de ces petites bronchectasies distales qui sont également décrites au cours des infections à mycobactéries non tuberculeuses. Et enfin, les pathologies de bronchite cellulaire secondaire et pathologies bronchiques, que ce soit des DDB, un asthme ou une BPCO, c'est extrêmement fréquent d'avoir quelques micronodules centrolobulaires quand vous avez une BPCO, un asthme
une DDB, c'est absolument pas spécifique. Le seul truc, c'est que vous allez avoir en plus les signes de la pathologie sous-jacente, les signes d'une BPCO que vous allez voir avec professeur Chassagnon, les signes d'un asthme, les signes d'une DDB, etc. Donc l'imagerie est complètement aspécifique, c'est pas très très important de les décrire. Voilà. Et maintenant, on va terminer sur la fluide constrictive. On va commencer par la post-transplantation. Donc ça, c'est quelque chose de grave, c'est une complication grave des transplantations pulmonaires, hein, c'est pas sur les autres organes solides. Et ça signe un rejet ou dysfonction chronique du greffon. L'imagerie, elle n'est pas spécifique, c'est l'apparition d'un poumon mosaïque avec un piégeage chez un ou une patiente transplantée pulmonaire. Et le délai d'apparition est très variable, ça va de quelques mois à plusieurs années. Donc là, je vous montre le cas d'une patiente de 2015 qui avait une sarcoïdose très très grave qui a nécessité une transplantation pulmonaire. Ça, c'est le scanner post-transplantation avec un transplant pulmonaire qui a l'air en bonne santé. Puis la patiente a une dyspnée qui s'aggrave à nouveau. On lui fait des scanners. Il n'y a pas de mise en évidence de récidive de la sarcoïdose, pardon. Par contre, ce qu'on voit, c'est l'apparition comme ça de ce poumon mosaïque que vous voyez vraiment bien en minip. Et en expiration, je vous demande de me croire sur parole, il y avait un piégeage. Donc cette patiente a en fait un rejet, une dysfonction chronique de son greffon pulmonaire. Alors, un mot, on retourne sur la PHS. Tout à l'heure, je vous ai montré le versant inflammatoire. Maintenant, on va parler du versant constrictif ou fibrosant. Donc, encore une fois, à l'histologie, vous allez avoir une alvéolite, donc et des granulomes, et c'est un critère majeur. Et l'atteinte constrictive, elle va se voir sous la forme d'un poumon mosaïque avec un piégeage, avec le pattern à 3 densités qui initialement avait été décrit comme spécifique de la PHS, et puis l'apparition de zones de fibrose avec des bronchectasies, des réticulations, parfois même du rayon de miel. Donc ce pattern-là, quand vous allez avoir du vernet poli, des bronchectasies, du piégeage, une atteinte le plus souvent assez anarchique qui va toucher un peu tout le poumon. Depuis 2020, on parlait de pattern de PHS typique. Et si le patient était exposé, avec ou sans mise en évidence d'opacipitine, avec un lavage qui montrait une alvéolite lymphocytaire, on avait suffisamment d'arguments pour poser le diagnostic de PHS sans histologie, un diagnostic de haute probabilité, pas certain, mais de haute probabilité. Et on était très contents. Et puis en fait, nous, on était assez embêtés, radiologues, parce qu'on disait en staff, oui, bon, bah, l'aspect est très évocateur d'une PHS, donc c'est un pattern de PHS typique, mais ça peut aussi être une connectivité, parce que le diagnostic différentiel, je vais vous montrer des images après, de ce tableau radiologique, c'est la connectivité. Et fort heureusement, là, depuis août, sont sorties des nouvelles recommandations ERS-ATS sur les PID en général, que je vous conseille de lire, qui sont assez importantes, parce qu'elles changent la terminologie, elles amènent des nouvelles entités, et il y a une nouvelle entité qui est rentrée, qui est la pneumonie interstitielle bronchiolocentrée, dont l'acronyme en anglais est BIP. Donc moi je préfère utiliser BIP que PIB, parce que dans mon service, mon chef de service, son acronyme c'est PIB, donc je préfère BIP. Donc ce pattern de BIP, en fait, il est très bien parce que c'est un pattern qui peut correspondre en termes de diagnostic final, en termes de maladie finale, soit une PHS, soit une connectivite, soit autre chose, on va revoir après. Donc c'est beaucoup mieux puisque ça permet d'éviter de dire pattern de PHS typique pouvant évoquer une connectivite. C'était un peu bizarre. Et donc pour la petite, enfin je vous rencontrerai après parce que je vous montrerai normalement des images de BIP. Donc voilà, ça c'est un patient qui a une PHS avec une atteinte à la fois inflammatoire, le verre dépoli, et puis une atteinte constrictive avec les lobules piégés. Donc ici c'est un tableau assez évocateur. Et donc, je viens de vous le dire, quand vous avez ce scanner-là, c'est très évocateur de PHS parce que c'est le plus fréquent, mais le diagnostic différentiel, c'est les connectivites, parce que certaines connectivites donnent des atteintes bronchiolaires, au premier plan, la polyarthrite rhumatoïde et le jeu de graines. Et c'est assez évocateur si vous avez une bronchite constrictive associée à une PID, c'est assez évocateur du diagnostic de connectivite. La bronchite constrictive dans la connectivite, pardon, peut également être nue, et juste avoir un piégeage. Et à l'inverse, également, la PID dans une connectivite peut ne pas s'associer avec une bronchite constrictive. Mais quand vous avez les deux, c'est assez évocateur, soit d'une PHS, soit d'une connectivite. L'imagerie, elle n'est pas spécifique, par contre, si la bronchite constrictive, elle est isolée. Donc ça, une patiente de 74 ans, dyspnée sec, vous voyez ici des réticulations, des petites bronchectasies, un poumon mosaïque en expiration, il y a bien un piégeage. Par exemple, vous voyez cette zone-là, par rapport à la zone qui est à côté, elle a augmenté, le gradient de densité a augmenté, elle a pas perdu de volume, donc il y a bien un piégeage lobulaire. Et le bilan étiologique exhaustif des collègues pneumologues a montré la présence d'anticorps SSA, une BGSA a montré un score de Chisholm 4. Bref, elle a tous les éléments pour penser qu'elle a un Sjögren avec une atteinte respiratoire. Donc ça, cette patiente, on n'a pas besoin de preuves histologiques
qu'elle a une pneumonie interstitielle bronchiolocentrée. En tout cas, elle a un pattern de BIP avec une connectivite qui est un jaune. Donc, je vous parle de ce nouveau pattern de pneumonie interstitielle bronchiolocentrée, ou BIP, donc nouvelle entité qui a fait son entrée dans la classification des PID en 2025, qui remplace le pattern de PHS typique ou probable ou indéterminé. Et pour la petite histoire, en fait, quand vous lisez la recommandation, à la fin, ils mettent que certains auteurs ont demandé à être retirés des recommandations, notamment Monsieur Raku, qui est un des pontes de la PID aux États-Unis, qui a écrit les recommandations sur la PHS. Et lui, il était pas content parce qu'en fait, c'était lui qui avait introduit la notion de pattern de PHS. Et là, il dit, bah non, moi, je suis pas d'accord. Ça introduit une confusion avec mes recommandations de la PHS. Sauf qu'en fait, on est à peu près tous d'accord pour penser que c'est une meilleure idée de parler de pattern de pneumonie centrée qui peut être secondaire à une PHS, être secondaire à une connectivite, être secondaire également à une inhalation, à des médicaments, et qui, dans certains cas, est idiopathique. Et donc le terme de PHS, aujourd'hui, n'est pas un terme de pattern scanographique, il faut le réserver au diagnostic final de DMD, de discussion multidisciplinaire, qui correspond à un pattern scanographique de BIP, avec une exposition, une amyloïde lymphocytaire et parfois une histologie assez évocatrice. Quand l'histologie retrouve une BIP plus des granulomes, c'est très très évocateur d'une PHS. De même que je vous rappelle que le terme de FPI, fibrose pulmonaire idiopathique, n'est pas un terme radiologique, c'est un diagnostic clinico-radiopathologique qui se pose à l'issue de la DMD, qui correspond à un pattern de pardon, de pneumonie interstitielle commune. Et la BIP peut être idiopathique, ce qui est pas mal parce que pardon, ça remplace cette entité un peu bizarre qu'on appelait la PHS cryptogénique ou la PHS à antigène non retrouvé, qui étaient des patients qui avaient un tableau très évocateur PHS au scanner, mais ils n'avaient pas d'exposition, pas d'alvéolite lymphocytaire. On disait, bon, probablement c'est une PHS, on n'a jamais su à quoi il était exposé. Ben, en fait, peut-être que ce sont vraiment des maladies idiopathiques. Donc là, c'est l'exemple d'une patiente qui avait cette PID en verre dépoli péribroncovasculaire ici. Alors là, pour le coup, il n'y a aucun signe d'atteinte des petites voies aériennes. D'accord? Le scanner ne permet pas de poser le diagnostic de pneumonie interstitielle bronchiolocentrée qui doit associer une PID et une atteinte des petites voies aériennes, qu'elles soient inflammatoires micronodulaires ou constrictives avec un piégeage. Par contre, cette patiente était dans un cadre idiopathique. Pas de connectivité connue, pas d'exposition, pas de médicaments, rien du tout. Donc, elle a eu une cryobiopsie. C'est la cryobiopsie qui a montré une atteinte centrée sur les voies aériennes, sans granulome, donc qui a posé le diagnostic de pneumonie artificielle bronchiolocentrée. À l'époque, les anapathes appelaient ça ASIF, Airway Centered Interstitial Fibrosis, sans cause retrouvée, donc idiopathique. Je vais accélérer, donc constrictives peuvent être idiopathiques ou secondaires à une pathologie bronchique, absolument pas spécifique. Voilà, ici, dans le cadre d'une polyarthrite rhumatoïde, rien ne permet ici de vous dire que c'est une polyarthrite rhumatoïde. Ici, dans le cadre d'un asthme, la seule chose qui vous dit qu'un asthme, c'est ces bronches qui sont extrêmement épaissis, avec quelques zones ici hypodenses qui correspondent à la bronchite constrictive. Elles peuvent être également séquelaires d'une infection dans l'enfance, n'importe quelle infection, tuberculose ou non, mais la tuberculose est assez pourvoyeuse de bronchite constrictive. Les arguments pour penser que votre bronchite constrictive, est séquelaire, c'est quoi? C'est quand c'est unilatéral ou très asymétrique, ou quand vous avez des séquelles associées au niveau parenchymato-médiastinal d'infection tuberculeuse, ou quand c'est associé à des DDB. Donc là, je vous montre un exemple d'un patient qui a visiblement eu un problème au lobe supérieur avec une destruction avec des bronchectasies et un collapsus du lobe supérieur 3. Et en descendant, vous voyez ce poumon mosaïque. Attention, là, ça peut être difficile. On peut penser que les zones pathologiques sont le verre des polymes, mais en fait, non, c'est plutôt les zones hypodenses. Et en fait, là, on est un peu gêné. Là, le verre des polymes, il est surtout lié au fait que votre patient, il a été injecté. Et en fait, comme il y a, ici, on peut parler de perfusion mosaïque, parce qu'on est sur une pathologie bronchiolaire qui est très sévère, qui a induit une vasoconstriction réflexe. Quand vous injectez votre produit de contraste, il va aller préférentiellement dans les zones où il n'y a pas de perte vasculaire, donc vous allez créer un faux verre des polymes dans les zones normales à cause de l'injection. Et donc, ce patient, c'était une bronchite constrictive séquelle de tuberculose. Ici, un autre cas avec un piégeage beaucoup plus massif, mais très unilatéral. Ici, vous voyez en coupe coronale, avec même une hyperinflation. Vous voyez ici le lobe supérieur gauche qui prend de la place. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Swyer-James-McLeod. La définition était plutôt sur les radiographies standards. On vous disait que c'était un gros poumon clair unilatéral. Aujourd'hui, on sait qu'il y a souvent des atteintes contralatérales moins marquées. Mais quand vous avez quelque chose d'unilatéral, pensez tout le temps à quelque chose de séquelaire dans l'enfance.
Et enfin, dernière entité, c'est la deep neck. Deep neck, c'est diffuse intrapulmonary neuroendocrine cells hyperplasia. C'est quoi? C'est une maladie qui touche surtout les femmes, hein, j'en ai personnellement jamais vu chez l'homme. C'est un ratio femme sur homme de 10, plutôt d'âge mûr, 50 à 70 ans, qui va se présenter avec un tableau clinique d'asthme non contrôlé souvent, et avec une imagerie particulière qui va associer des signes de bronchite constrictive, un centre bronchique et des nodules. Ces nodules correspondent à quoi, si vous les biopsiez? À ce qu'on appelle des tumorlets, ça veut dire des états précurseurs de tumeurs carcinoïdes, ou voire à des vrais carcinoïdes. Alors, toutes les carcinoïdes ne sont pas précédées d'une deep neck, c'est même une minorité des cas, mais certaines deep neck donnent des tumeurs carcinoïdes. Voilà une patiente qui a voyé une pathologie bronchique avec des DDB. Vous voyez que les bronches sont plus larges que les artères, comme le professeur Chasselon va vous le rappeler. Une bronchite constrictive avec des zones qui sont trop hypodenses. Et puis ici, un petit nodule. Et quand vous continuez à défiler, vous voyez un peu des bronches pathologiques. Ici, un autre nodule. Et on a biopsié le nodule. C'est le nodule qui répond que c'est des tumorlets en cas d'une deep neck. Alors, pour finir, je vous rappelle la distinction assez simple, bronchite cellulaire et bronchite constrictive. Les gammes, quand vous avez une bronchite cellulaire de micronodules branchés et non branchés. Quand c'est branché, pensez infection, inhalation. Quand c'est non branché, pensez bronchite respiratoire et PHS, c'est le plus fréquent. Pensez également à diviser les patients entre ceux qui ont une pathologie aiguë et chronique. Quand c'est aigu, c'est l'infection de très très loin. Par contre, si ça persiste sur le chronique, pensez à toutes les autres que je vous ai montrées sur la deuxième partie du topo. Le contexte, évidemment, est très important. Est-ce que votre patient est immunodéprimé? Est-ce qu'il y a une connectique connue? Est-ce qu'il prend des médicaments, etc. Et puis, rappelez-vous ce nouveau pattern depuis 2005 de pneumonie interstitielle centrée. Et sur ça, j'ai terminé. Je vous revois demain. Si vous avez des questions, vous avez mon mail, où je suis dispo encore quelques instants. Je regarde le chat s'il y en a. Euh, Alors, le tabac est classé dans quel type? Bah, du coup, dans les bronchites cellulaires inflammatoires. Quelle différence entre BIP et PINS? Alors, la BIP, c'est une pathologie qui va histologiquement montrer une inflammation et une fibrose centrée sur les bronchioles. La PINS, elle n'est pas centrée sur les bronchioles. À l'imagerie, c'est pas la même chose. La pince, en tout cas, quand elle est typique à l'imagerie, elle est plutôt symétrique aux bases, avec une épargne des zones sous-florales et avec du verre dépoli, sans atteinte des petites voies aériennes. La BIP, son pattern typique à l'imagerie, ça va donner du verre dépoli, des articulations, des bronchectasies, donc ça c'est assez classique, et une atteinte des petites voies aériennes, c'est-à-dire soit du piégeage, soit des microconvolutions tubulaires, soit les deux. Et la topographie, elle est assez variable. Le plus souvent, elle est anarchique. Vous allez avoir des éléments un peu périphériques, un peu centraux, pas forcément prédominant supérieur ou basal. Voilà. Mais il faut savoir qu'il y a évidemment des recoupements. Il y a des patients qui ont un aspect de PINS et qui, à l'histologie, vont avoir une BIP. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit que quand les patients ont un pattern différents de la pique, mais qui sont dans un contexte aquatique, il faut théoriquement les biopsier puisqu'il y a des recoupements qui font que vous pouvez vous tromper. Alors, bronchiolite et biopsie, c'est extrêmement rare, sauf dans les cas où ils sont sévères, je vous le dis, et idiopathiques, c'est-à-dire sans cause sous-jacente retrouvée qui va guider le traitement.